L'industrie musicale qu'on a connue en 2017 est morte, enterrée. L'époque où tous les 3 mois un nouvel artiste devenait une star grâce à un single déniché sur le net est clairement révolue. Aujourd'hui, tout est plus chaotique. Désormais, ce sont des extraits de 15 secondes qui deviennent populaires grâce à des trends, des anciens morceaux qui redeviennent populaires ou encore des artistes qui font danser les foules sans qu'on connaisse le mec derrière le morceau. Et tous ces changements, on les doit à cette application de vidéo verticale, j'ai nommé TikTok. Forcément, avec ces bouleversements, les règles ont changé. On est passé d'une industrie centrée sur l'humain et la direction artistique à une industrie dictée par le contenu et la viralité. Et c'est précisément là que le fossé se creuse. Si certains artistes réussissent à faire carrière sur la plateforme, une profonde majorité d'artistes nourrissent une immense frustration pour la plateforme, voire même une véritable haine pour la plateforme. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur l'essor de TikTok depuis 2017. On va tenter de comprendre comment TikTok a profondément changé l'industrie de la musique. Et bien sûr, on va expliquer comment les artistes doivent s'y adapter. Si tu apprécies le contenu, n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum. Sans plus attendre, on y va. Pour comprendre la haine des artistes aujourd'hui, il faut essayer de se rappeler d'où on vient. En 2017, une entreprise nommée ByteDance lance TikTok. Quelques mois plus tard, en novembre, elle rachète pour $1 milliard Musical.ly, une application nichée où des adolescents faisaient des playbacks, des lip-sync et des chorégraphies rythmées. En août 2018, les deux fusionnent sous le nom de TikTok. À cette époque, le grand public et les artistes ne calculent pas encore l'application. D'ailleurs, le journal Les Échos écrivait alors « Comme Instagram permet d'embellir n'importe quel paysage, Musical.ly aide à sublimer les danses, y compris les plus arythmiques. » Là, il s'agit de Musical.ly parce que c'est ce que je connaissais à l'époque, mais c'est le cas aussi de TikTok. Vous le savez, tout comme moi, TikTok c'est une application de base pour la danse. Bref, c'était une espèce de cours de récréation digitale. Et ce qui était intéressant sur la plateforme, c'est qu'il y avait un style de musique qui a été développé. Alors moi, j'avais pas du tout le nom, c'est lorsque j'ai fait les recherches que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un nom bien précis pour le style de musique que tu retrouvais sur la plateforme. Ça s'appelle le Nightcore. Donc c'est vraiment un style fait pour plaire aux enfants et aux adolescents. C'est une musique qui est très pitchée, donc très aiguë et accélérée. Je te donne un exemple, ce morceau Style de Taylor Swift, c'est ça initialement. Et maintenant, la version Nightcore. Tu vois un petit peu ce que ça donne? Je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler. Donc si t'es un artiste underground, que ce soit rap, R&B, électro ou quoi, TikTok c'est pas du tout fait pour toi à cette époque-là. Si tu veux commencer à aller chercher tes premiers fans, il y a d'autres plateformes pour ça. Et c'est là que SoundCloud et YouTube interviennent. Pour percer dans cette période-là, c'était vraiment l'Eldorado. On se rendait même pas compte à quel point on mangeait Gucci à cette période-là. Vraiment. Déjà commençons par SoundCloud. C'était le temple du digging, une plateforme brute où n'importe qui pouvait uploader un morceau en un clic. Il y avait tellement de morceaux sur l'application. D'ailleurs, à l'époque, SoundCloud se brandait comme étant la plateforme de streaming avec le plus de morceaux. C'est pour te dire à quel point les gens uploadaient sur la plateforme. Et c'est justement grâce à cette plateforme qu'il y a eu des couleurs musicales qui se sont créées et des styles. Et je pense notamment au SoundCloud rap, qui a un ADN très particulier du rap, tu vois, avec de l'autotune, souvent de l'emo rap, donc c'est un mélange un peu de rock, de musique alternative, de trap, et même esthétiquement parlant, tu vois, les locks colorés, ces choses-là, tous ces détails-là, c'est ce qui donne un rappeur SoundCloud. À l'époque, les gens se moquaient de ça. Moi, je prenais ça très au sérieux. Vous vous rappelez, c'est comme ça que j'ai percé sur Internet. Mais beaucoup de gens se moquaient de ça. Or, en réalité, c'était le rap qui se renouvelait encore une fois avec des jeunes super créatifs qui avaient envie de faire des choses nouvelles, produire de la musique de qualité. D'ailleurs, le style des rappeurs SoundCloud était tellement clair que Vice en a fait une émission. Une vieille dame de 70 ans, je crois, qui essaie de devenir un rappeur SoundCloud. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette plateforme qu'on a découvert des ovnis comme Post Malone, Lil Uzi Vert, XXXTentacion, Lil Yachty, Juice WRLD, Playboi Carti. En 2014, je le découvre parce qu'il était encore avec Awful Records et Father et il sortait le morceau Broke Boy. Tu vois, c'était vraiment une plateforme où nous, les gars d'Iconic, on allait chercher ce qui se faisait de nouveau, etc. C'était vraiment trop bien. Et d'ailleurs, même en France, 667, c'est SoundCloud. Et d'ailleurs, là, je parle de rap parce que c'est Iconic, mais si tu regardes le monde de l'électro et du R&B, c'est pareil. Commençons par l'électro.
Flume, Marshmello ou encore Kate Ranada, qui est le meilleur exemple. Et dans le R&B, par exemple, Bryson Tiller. SoundCloud rassemblait des passionnés qui cherchaient de la musique pour la musique. Ça, c'est super rare et c'est pour ça que SoundCloud était une plateforme incroyable. Et c'est encore aujourd'hui une plateforme incroyable. J'en parle comme si c'était terminé, mais c'est encore une plateforme incroyable. C'est juste qu'avant, c'était très populaire, quoi. Et pour ceux qui veulent du visuel, il y avait YouTube. En France, toute la génération du rap 2015 s'est construite là-bas. PNL, Niska, Nekfeu, Jul, SCH, Vald, on les a tous découverts à travers un clip. Pour certains, les clips étaient très produits avec du storytelling, par exemple PNL, et pour d'autres, c'était des clips totalement bruts où c'est le rappeur qui incarne quelque chose, qui envoie de l'énergie et qui réussit à nous conquérir. Niska. Mais le point commun entre SoundCloud et YouTube, c'est que le fan faisait la démarche d'aller chercher la musique. Donc il allait cliquer sur le morceau et le découvrait, donc il pouvait devenir fan. Donc ce combo YouTube, SoundCloud, je dirais même Instagram, même si Instagram c'était moins fait pour découvrir de la musique, plus l'essor du streaming à partir de 2014-2015, ça a donné la recette du succès du rap dans les années 2010. Ça a été l'explosion à ce moment-là parce que tous les ingrédients étaient réunis pour ça en fait. C'était le rêve et on s'en rendait pas compte à ce moment-là. Mais les choses ont beaucoup changé après ça. En 2020, le Covid frappe le monde. Nous sommes en guerre. Enfermée chez elle, la population change radicalement ses habitudes de consommation. On s'en rappelle encore plus ou moins, il y en a beaucoup qui ont oublié, mais avant le Covid, la plupart des contenus qu'on consommait étaient à l'horizontale, d'accord ? Alors TikTok était arrivé en France et se développait, mais il n'y avait pas encore les Reels, il y avait IGTV d'ailleurs, et surtout on consommait toujours du contenu horizontal, donc le contenu que vous consommez actuellement avec moi sur YouTube. Mais avec le confinement, TikTok a véritablement explosé. Les gens ont commencé de plus en plus à faire du contenu vertical, court pour TikTok, ce qui a d'ailleurs réduit considérablement le temps de consommation sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a eu un gros changement sur la plateforme que j'ai constaté moi-même, c'est qu'avant sur YouTube, les vidéos de 10-15 minutes, c'était bien. Quand tu allais sur 30 minutes, c'était des vidéos qui étaient considérées comme étant longues. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Soit tu fais des vidéos ultra courtes pour les réseaux, d'accord ? D'ailleurs, à ce propos, allez me suivre sur mon compte perso iamchris.k, je poste plein de vidéos, je fais des réactions d'actualité, etc. On rigole bien là-bas. Ou alors tu fais des vidéos beaucoup plus longues. Observez moi-même mes vidéos. Avant, elles faisaient 20 minutes, 15 minutes, et je me rappelle même à mes tout débuts 11-12 minutes, et quand je faisais 17 minutes, je disais bon, la vidéo est un peu longue. Aujourd'hui, je fais une vidéo de 50 minutes, c'est limite la normalité. Donc il y a eu un gros changement qui s'est opéré d'année en année. Donc une polarisation. Le format de 10 minutes là, il peut marcher, mais il est beaucoup plus rare, c'est plus intéressant de faire plus long ou plus court. Et donc tout ça s'est passé dans la période de TikTok. Ça a complètement chamboulé nos habitudes de consommation. Et YouTube a été impacté, tout comme SoundCloud. Et le truc aussi, c'est qu'avec SoundCloud, c'est qu'il y avait une génération d'artistes qui incarnaient quelque chose de spécifique. Il y a eu des artistes qui sont morts, deux grosses têtes quand même, Juice WRLD et XXXTentacion. Une génération qui grandit et qui a besoin de se renouveler avec de nouveaux codes. Ce que SoundCloud a eu beaucoup de mal à faire. Donc déjà, l'intérêt autour de la plateforme a un petit peu diminué. Elle n'est pas morte, mais elle a diminué. Pour ce qui est de YouTube, c'est une plateforme qui incarne pas spécialement une culture comme SoundCloud. Il y a toutes sortes d'artistes. Et comme je l'ai dit, l'attention s'est divisée aussi sur la plateforme parce que les gens passent beaucoup plus de temps à regarder des formats shorts. C'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite YouTube a développé les shorts. Et donc TikTok explose dans cette période-là. Et avec ça, des artistes qui étaient déjà sur la plateforme. Parce qu'elle avait beaucoup muté depuis Musical.ly. Et parmi ces artistes qui réussissent à tirer parti de TikTok, il y a Lil Nas X, le plus iconique d'entre eux. Tu vois, on le connaît, j'ai fait des vidéos sur lui dans le passé. Alors j'avais fait dans le passé un lifestyle décodeur sur lui, allez le voir même si j'aime pas quand on voit ma tête à l'ancienne, mais bon j'ai dit des choses pertinentes à l'époque, donc allez voir quand même. Mais je vais résumer ici quelques points importants sur lui. Lil Nas X est le premier vrai cas d'école de TikTok, il n'a pas juste sorti un morceau en disant allez écouter, il a passé des mois vraiment à comprendre l'algorithme de la plateforme, les comportements en ligne et la culture internet. C'est un ancien stan de Nicki Minaj, donc il avait l'habitude déjà de passer beaucoup de temps sur Twitter et à poster énormément de mèmes, de choses. Il sait comment faire réagir les foules. Donc lorsqu'il commence à faire la promotion de sa musique, il joue de ses codes de TikTok, Twitter. Donc il joue sur la culture même d'internet, il inonde Twitter et TikTok de mèmes humoristiques autour de l'imagerie des cow-boys avec sa musique en fond. Étant donné que sa musique est un petit peu caricaturale, il joue là-dessus pour lancer des challenges sur TikTok. Donc tu commences à voir des gens qui commencent à
aimer le morceau et à faire des challenges dessus. Donc les utilisateurs s'approprient le titre avec le challenge de se transformer en cowboy, et donc ça a créé un effet boule de neige monumental. Résultat, il devient numéro 1 des billboards du top 100 quoi. Et lorsque les maisons de disques ont regardé ça, elles se sont dit donc ça c'est la nouvelle méta, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. On repère les artistes sur TikTok, on les signe et on va manufacturer comme ça les hits. C'est comme ça qu'on va faire. Et ça pour le plus grand plaisir des artistes. Contrairement à SoundCloud ou YouTube où les artistes n'ont aucun problème à poster leur musique, ils ont beaucoup plus de mal à utiliser TikTok. Alors c'est pas moi qui le dis, clairement c'est les artistes à qui je parle, mais aussi eux. They wanted me to do a 6 TikTok campaign over the course of a month where we slowly and organically make the record go viral. I don't know how to do that. Ils se plaignent ouvertement de la plateforme, mais concrètement, pourquoi? Déjà, première chose. Alors, désolé les gens de TikTok que je connais plus ou moins ou quoi, mais il faut se le dire, la plateforme a de base un ADN hyper ringard. Alors, c'est souvent le cas des réseaux sociaux au départ, hein. Moi, je me rappelle d'une époque où YouTube était vu comme quelque chose de ringard, aujourd'hui c'est vu comme quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus élitiste parmi les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qui est très bizarre, parce qu'à l'époque, quand je me suis lancé, c'était pas du tout ça. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner et d'activer ta cloche, hein. Je le dis jamais, mais abonne-toi un maximum parce qu'on fait des vidéos incroyables ici et c'est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein qui me regardent qui se sont jamais abonnés. C'est le moment de vérifier. Je dis ça, je dis rien. Alors, TikTok, c'est littéralement l'anti-SoundCloud et l'anti-MySpace. À la base, la plateforme visait des adolescentes qui font des lip-sync sur du Taylor Swift. Tu vois, tu te rappelles de ça, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Au moment où TikTok pète vraiment, c'est 2021. Et le lip-sync, c'était encore là pendant que, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Donc quand ta DA, c'est la street, je sais pas, c'est de la musique un peu alternative, esthétiquement différente, qui touche un public cool, tu te dis pas que tu vas te lancer sur TikTok. Et je le comprends. Là où YouTube et SoundCloud, et surtout SoundCloud pour le coup, laissaient aux artistes en fait la liberté de soit pouvoir être ce qu'ils sont. Par exemple YouTube, il n'y a pas d'ADN particulier derrière YouTube en ce qui concerne la musique. Tu as aussi bien des rappeurs street que des... peu importe, tu vois. Et pour ce qui est de SoundCloud, on sait que c'est très niché. C'est pour aller chercher vraiment ta core audience, tu vois. Les gens qui diguent et qui vont tomber sur toi. Donc la démarche est différente et c'est ok. TikTok, c'est différent déjà. C'est marqué par ce que je t'ai dit. Les adolescentes qui font du lip sync et des petites chorés. Et aussi autre chose. Contrairement à YouTube et SoundCloud, la plateforme demande aux artistes d'être actifs tous les jours. Donc il faut qu'ils fassent du contenu dans leur quotidien, partager des choses en permanence avec leur audience. C'est beaucoup plus de travail que YouTube où tu vas poster ton clip ou ta série de 10 freestyle ou quoi, tu vois, c'est différent. Et SoundCloud, de toute façon, tu postes ta musique, donc il n'y a pas d'effort particulier à faire en plus. Et vous me direz, ouais, mais il y avait déjà Instagram, etc. Non, à l'époque, Instagram, c'était encore une application de photos et qui venait d'ajouter la vidéo. IGTV venait de se casser la gueule et Instagram commençait à vouloir faire concurrence à TikTok en lançant Reel. Mais à l'époque, Instagram, tu postais un snippet, tu faisais une story, c'était pas énormément de travail. Il y a certains artistes effectivement qui postaient beaucoup de vidéos sur la plateforme, mais c'était vraiment des vidéos en 16/9 comme sur YouTube, mais c'était pas la même chose, c'était pas la même démarche. Et c'est seulement après que Instagram s'est adapté au marché et a commencé à lancer ses Reels. Donc là, à partir de là, c'était beaucoup de travail pour les créateurs de contenu et les artistes. Et donc les artistes doivent poster tous les jours et s'adapter aux codes de la plateforme. Et les codes à ce moment-là, encore une fois, on revient à 2021 par là, et ben c'est parfois un petit peu bébête pour les artistes. Encore une fois, ce côté un peu ringard. Et c'est la première fois que l'artiste doit se plier à la plateforme. Alors effectivement, tu vas avoir des artistes qui doivent justement respecter certains critères pour les radios ou ce genre de choses. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les artistes ont toujours dû faire des concessions par rapport au business. Par contre, là, c'est les réseaux sociaux. Ils doivent comprendre comment une plateforme fonctionne, qu'est-ce que c'est une accroche, qu'est-ce que c'est le time watch, toutes ces choses qui sont en lien directement avec la création de contenu, les artistes doivent intégrer ces notions-là pour pouvoir être visibles. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant d'avoir une bonne DA visuelle et musicale, il faut aussi savoir accrocher l'attention en 2 secondes et faire des vidéos face caméra. Et le pire, c'est que tu ne peux pas complètement déléguer ça à une agence ou à ton label. Tu vois, à ton chef de projet, par exemple, qui contacte les médias pour faire la communication de ta musique. Ça, c'est quelque chose que tu peux complètement déléguer, mais là, c'est de la création de contenu, donc tu dois apparaître sur les vidéos, tu dois avoir les idées, parce que ça te concerne toi. Et il faut que tu puisses communiquer comme toi tu l'entends, parce que tu vas faire la promotion de ta musique. Donc tu dois bosser. Ensuite, deuxième chose, la dictature des trends, ok ? Parce que c'est comme ça qu'on découvre un morceau aujourd'hui. Et ça a complètement
fucked up le marché de la musique, je pense, et la manière dont on l'aperçoit. Très souvent, c'est les créateurs de contenu avec une grosse audience qui lancent ces challenges, et d'un coup, il y a 10, 100, 1000, 10 000 TikTokers qui font exactement la même chose pour devenir viraux à leur tour. Et c'est comme ça qu'un morceau devient extrêmement populaire. D'ailleurs, dans la période du Covid, il y avait énormément de challenges. Je me rappelle le morceau de Megan Thee Stallion, là, Boss It, Baby. S'il y a bien des gens qui se rappellent de ce délire-là, c'est les gars, là. Les meufs, elles sont là et d'un coup, elles se changent. Boss It. Il y a aussi le challenge où les... Je vais sortir que des challenges avec des meufs. Il y a le challenge où les meufs, elles se préparent pendant le Covid, là. J'ai oublié le nom. Tu les vois, elles sont là, enfin, dans Fresh. Nanana, sur une musique afro, là. Je sais plus c'est quoi le son. Dites-moi le nom du challenge en commentaire, là. Les meufs qui se font fraîches, là. Après, je crois qu'il y avait eu un challenge comme ça avec tous les pays. Chaque pays était représenté, etc. Et il y a aussi celui avec Doja Cat, là, avec les ombres. Là, il y a que des challenges de meufs. Il n'y avait pas que des challenges avec les meufs. Les récents dont je me rappelle, il n'y avait pas que les meufs. Bon, là, je vais quand même faire plaisir aux filles. Je vais vous montrer la version masculine du Silhouette Challenge. Bon visionnage, les filles. C'est pour vous. Mais bref, tous ces challenges-là ont contribué à faire péter un morceau. Et par la suite, jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de challenges. Et c'est ce qui s'appelle donc des morceaux qui trendent, donc trends qui sont tendances et qui sont repris énormément sur la plateforme. Et ça contribue au succès des artistes. Et donc ces trends se font naturellement. Mais lorsque les maisons de disques se sont rendues compte qu'il y avait moyen de faire de l'argent grâce aux trends, c'est là qu'elles ont essayé encore une fois de tout manufacturer. Ils se sont dit, on peut essayer de faire des hits sur commande. Alors comment ça se passe exactement? Eh bien, la campagne promo, c'est d'abord la maison de disques qui doit pousser un single particulier d'un artiste. Elle va contacter un pool d'influenceurs et qui parle à la niche de l'artiste. Elle va lui pitcher le morceau, donc lui expliquer c'est quoi le morceau, dans quel contexte il sort, etc. pour que l'influenceur ait le contexte. Il va lui présenter un budget, d'accord? Donc le créateur de contenu va être rémunéré, quand même. Alors pas toujours, mais s'il est très influent en général, il va être rémunéré. L'influenceur produit un TikTok adapté à sa DA, à sa manière de faire du contenu et surtout à son audience, avec le morceau en fond. Il le diffuse, ça touche des millions de comptes. Les influenceurs produisent un ou plusieurs TikTok adaptés à leur audience avec le morceau en fond. Ça touche des millions de comptes. D'autres créateurs voient leur TikToker préféré utiliser le même morceau. Donc ils se disent que c'est le morceau populaire du moment. Ils veulent recréer leur version du TikTok qu'ils viennent de voir. Et boum, effet boule de neige, le morceau devient viral. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le meilleur des cas. Mais en réalité, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est une science inexacte. Parfois ça marche moins. Mais la plupart du temps, c'est un petit peu chaotique. Par exemple, l'année dernière, on a reçu Franglish sur Sikeo. D'ailleurs, big up à toi si tu regardes. Il nous expliquait dans son interview qu'il est devenu l'un des artistes les plus populaires de TikTok sans le vouloir. Un passage qu'on n'a pas parlé, c'est ta manière dont tu contrôles TikTok. C'est même pas voulu, frère. Là, à chaque fois qu'il y a eu des trends sur TikTok, c'est pas moi qui les a commencé. Tout démarre du Zénith de Paris. La danse Ivana, c'est démarre du Zénith de Paris. Quand ils le font, je suis pas au courant. Ok, d'accord. Je me retourne. Carrément, si tu guettes bien la première vidéo, je me retourne parce que je comprends pas pourquoi les gens écrivent là. Et vas-y, comme moi, je suis un mec, j'ai pas de problème à partager la lumière. Donc quand je vois écrit pour ça, je me décale. Regardez. Et aussi, il dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il ne voulait pas être catalogué comme étant un artiste TikTok, parce que sinon ça allait le tuer. Mon combat, c'est de pas être identifié TikTok. J'étais nominé TikTok Awards, j'avais gagné, je crois que c'était il y a 1 an, 2 ans. J'ai dit s'il vous plaît, je suis pas chaud pour ça, tout ça. Image, et au final, ils ont donné à Lina Maem. En fait, TikTok, je le vois comme un plus. C'est une application que je kiffe, tu vois. Mais je base pas ma musique sur TikTok. Avec le temps, même, je vois comment les gens, ils focus trop le truc. Et des fois, je te jure, je snap et je dis aux artistes, les gars, s'il vous plaît, ne basez pas votre musique sur TikTok. Vous allez vous tuer. Quand j'ai dit ça, on m'a pas trop écouté. Ça a dit but contre son camp, machin. Et là, je vois il y en a qui commencent à plaindre. Donc, je récapitule. ADN ringard, des trends quasi incontrôlables. Et troisième chose, la plateforme a créé totalement le chaos dans l'industrie de la musique. Parfois, tu as des anciens morceaux qui refont surface et qui explosent sans que personne ne l'ait prévu. Par exemple, à titre personnel, en étant au Vio Chris, il y a un mec sur lequel je suis tombé sur TikTok qui rigole dans sa voiture en train d'écouter Blue Tent, un morceau de Drake sorti sur son projet Scorpion en 2018, qui rigole avec cette phrase écrite sur le TikTok. Devine qui a été débloqué et a reçu une visite. Donc en gros, une meuf l'a débloqué et est venue le voir. Et écoute l'extrait du morceau en question. Alors
Alors dans l'extrait en question, Drake dit « Regarde avec qui je recouche, je l'avais mise de côté, mais ensuite je suis revenu vers elle. Elle faisait la meuf l'été dernier, mais là elle est redevenue sympa. » Bref, on est sur un morceau de Drake où il parle de meuf, etc. Le genre de morceau où beaucoup de gens se retrouvent et ce gars rigole sur ce passage. Cet extrait-là est devenu viral. Et d'un coup, tu vois une trade autour du morceau. Et aussi, je t'ai dit ce morceau-là, mais en vrai, il y en a plein. Je pense que tu as plein d'exemples en tête. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur les streams. Moi, à titre personnel, je suis retourné streamer le morceau, mais globalement, le morceau a repris. J'avais vu une data quelque part, je ne l'ai pas retrouvé, mais le morceau a réexplosé. En France, tu as eu la même chose avec plein d'artistes. Par exemple, il y a Aïcha de Khaled qui est redevenue populaire sur la plateforme. En fait, il y a plein de morceaux comme ça qui reviennent au devant de la scène. Je pense aussi au morceau Garcimore de Booba qui est revenu après 20 ans que le morceau soit sorti. Parce que là, ça fait quand même 20 ans que je crois que le morceau est sorti, pratiquement. Donc ces morceaux-là reviennent justement grâce à TikTok. Donc tout ça, tu pourrais me dire, c'est cool. Des anciens morceaux qui explosent, des nouveaux morceaux un peu hasardeux qui explosent. Tout ça, c'est clair, c'est vraiment positif. Par contre, il y a un véritable problème, c'est que les artistes ne savent plus sur quel pied danser, ça c'est de 1, quel morceau peut cartonner, comment aller chercher son audience, etc. avec tout ce que je t'ai dit, mais surtout, les artistes ne sont plus identifiés, c'est-à-dire qu'on va d'abord connaître le morceau, voire même l'extrait, avant de connaître l'artiste, ce qui est un véritable problème. Tu vois par exemple, la différence avec SoundCloud et YouTube, c'est que déjà, tu vas cliquer et découvrir l'artiste. Tu aimes l'artiste, tu as le visuel de l'artiste, le nom, donc tu peux aller faire la recherche et découvrir l'artiste. Et tu deviens ensuite un fan. Sur YouTube, tu cliques sur une vignette, tu tombes sur la vidéo, tu écoutes le morceau et tu kiffes. Déjà, il y a une démarche où la musique ne t'est pas mise sous les yeux, d'accord? Donc c'est toi qui fais la démarche d'aller cliquer et d'écouter le contenu. Ça fait toute la démarche déjà dans la manière dont tu vas percevoir la chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant quand tu regardes TikTok, c'est complètement différent. Tu scrolles, tu es sur tes pour toi et la plateforme te recommande des choses et te les met sous les yeux. Bam, 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 bam. Tu kiffes et des fois tu peux commencer à kiffer un morceau, mais ça devient un petit peu, on va dire, léger, partiel. Ah, j'aime bien ce morceau, je kiffe, etc. Un petit peu comme la radio finalement. À la radio, par exemple, il y a eu une excellente interview avec Laurent Bounot, faite par Florian Le Cerf. D'ailleurs, big up à lui s'il regarde cette vidéo. C'est intéressant parce que Laurent Bounot le dit, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les niches qui vont vraiment kiffer le morceau, le faire propulser. Donc c'est pour lui une forme de proof of concept. Et lui qui est ensuite autour va prendre le morceau et va le diffuser à mort, à mort, à mort, à mort, pour qu'ensuite des gens qui sont pas forcément exposés au morceau finissent par être exposés au morceau plusieurs fois pour ensuite devenir des fans, d'accord? Et en réalité, TikTok joue un petit peu ce rôle-là, c'est-à-dire que tu vas avoir des super fans, on va en parler, effectivement, tu vas gagner des super fans, et d'ailleurs, grâce à la radio, tu gagnes des super fans. Mais c'est des gens qui sont pas nécessairement engagés sur ta musique. Et le truc, c'est qu'avec TikTok, le fait que ce soit des gens qui sont pas nécessairement engagés par ta musique, qui l'écoutent plusieurs fois, des fois, ils accrochent sur ce morceau ou sur l'extrait en question, ils peuvent aller en concert ensuite et chanter uniquement ce passage-là, hein. Encore une fois, sur l'extrait de notre interview avec Franglish, il s'en plaignait. Ah, parce que c'est compliqué. Il y en a, vu qu'ils ont des trends, les TikTok, les trends, c'est 15 secondes. Les gens, ils vont en concert, ils chantent les 15 secondes, c'est fini. Après, ils connaissent plus le reste. Ah, tu vois, et ça, c'est dur. Hein. Ça fout la haine. Ouais. Ça t'est déjà arrivé, ça? Non, jamais. Si, ça m'arrive quelquefois. Okay. Mais là, pendant la tournée, ça me l'avait fait là. Ok. Ils chantent juste en le fait, passage. Je sais plus si je crois que c'était Lille. Carrément, je leur ai dit, ils l'ont trop mal pris dans le public. Mais t'en as aussi beaucoup qui s'en foutent un petit peu, tu vois, c'est l'algorithme qui leur a recommandé ça, ils écoutent un peu, ils passent à autre chose, et surtout, ils prennent pas le temps de se dire qui est-ce qui chante ça réellement derrière, c'est quoi l'identité musicale de cet artiste, etc. Moi, il y a pas mal de morceaux comme ça, Afro, Naija, que j'ai écouté, que j'aime bien, mais je sais pas exactement qui le chante. Minister of Enjoyment, là, ce son-là. J'aime bien le morceau, mais je sais pas qui le chante, tu vois. Et c'est tout le problème aujourd'hui de TikTok, c'est que l'artiste va avoir beaucoup plus de mal à être identifié. Et je vais prendre des exemples comme ça de One Hit Wonder. Par exemple, à l'international, tu vas voir Armani White, qui a plié les charts il y a quelques années avec le morceau Billie Eilish. Et puis, plus rien. Et pourtant, il a fait un travail esthétique, mais visiblement, ça n'a pas suffi pour l'instant. J'espère qu'il va revenir, ou j'espère que ça marche pour lui et que je suis pas au courant, mais on sent qu'il est moins présent. Et pareil, il y a ce morceau l'année dernière, là, de Team Does It. Je connaissais même pas son nom avant de faire cette vidéo. Il a sorti le morceau K-Slate, avec les tontons là qui dansent là. Le morceau, il est incroyable. Walk in the room like I'm Vincent Kennedy. Hey, does it? You must remember me. Typiquement, ce morceau, je connaissais pas les artistes, et depuis, j'ai plus entendu à nouveau ces artistes. Je connais plus la tête des deux tontons là comme ça dans le morceau que le chanteur lui-même, c'est une dinguerie. Donc la plateforme crée des One Hit Wonder, des artistes qui vont être populaires le temps de 15 secondes, et donc ça accentue le chaos.
T'es connu pour 15 secondes, t'es connu pour un single, mais tu bâtis difficilement des carrières comme ça. Alors, ce que je pense aujourd'hui, après analyse, et bien sûr vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'on est passé d'une industrie où le produit est l'artiste, d'accord, qui va lui générer de la musique, à une industrie de singles, de musique pure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le morceau en lui-même qui compte, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que les artistes font de moins en moins d'albums, ils vont sortir single après single, parce que l'industrie demande ça en fait. C'est mieux d'avoir un gros single et de tout péter avec, que de sortir tout un projet et de galérer à défendre tout le projet parce que les gens écoutent qu'un seul morceau. Alors je dis pas qu'il faut que vous fassiez une chose ou l'autre, je pense que stratégiquement quand même il y a des choses à faire en sortant un single au départ. Après, sortir des albums et être populaire pour des albums, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, reste pertinent pour certains types d'artistes. Et d'ailleurs, dans ce sens, les maisons de disques se sont complètement adaptées. Par exemple, je parlais récemment à Franck Yag, l'ex-directeur d'Epic France, qui m'a confirmé ce que je pensais, que les deals qui se font autour d'un single sont revenus à la mode. Au lieu de signer un artiste pour 1, 2, 3 albums, aujourd'hui, les maisons de disques préfèrent signer un artiste sur un single ou racheter un single qui buzz déjà sur les réseaux sociaux pour l'exploiter. Parce que la maison de disques, en fait, ce qu'elle veut faire, c'est réduire au maximum les risques en investissant le moins possible sur l'artiste, parce qu'on sait plus aujourd'hui, encore une fois, comment faire de véritables hits. En tout cas, les maisons de disques ne savent pas le faire. Et donc, elle préfère se dire, l'artiste sort un gros single, je récupère le single. Avant, c'était l'artiste explose, je récupère l'artiste. Maintenant, ça commence à être le single explose, je récupère le single. C'est une petite différence qui est un petit peu chiante, mais c'est visiblement la réalité. Maintenant que j'ai dit tout ça, on pourrait croire que je déteste TikTok par rapport à l'industrie de la musique. Non, en fait là j'ai juste mis en lumière des réalités et j'ai tenté d'analyser et de vous proposer une véritable réflexion pour aider les artistes et d'ailleurs les fans de musique qui regardent cette vidéo. Mais en réalité TikTok a apporté énormément aux artistes et je vais donner quelques exemples en me basant sur le Music Report Impact. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, mais c'est valable en France. Il y a pas mal d'informations super intéressantes que les artistes devraient enregistré. Déjà aux États-Unis, les utilisateurs de TikTok ont 74% de chances en plus de découvrir et de partager de la nouvelle musique sur les réseaux sociaux qu'un artiste moyen. Ensuite, les auditeurs de musique qui utilisent TikTok ont 78% de plus de chances de payer un abonnement de streaming premium, Apple, Spotify, etc. La fonctionnalité Add to Music, lancée récemment, a généré plus d'1 milliard de tracks sauvegardés directement depuis TikTok. Enfin, les utilisateurs américains de TikTok dépensent 46% plus d'argent chaque mois dans la musique que l'auditeur moyen. Donc si tu regardes ces chiffres-là, tu te rends compte que TikTok a été extrêmement bénéfique pour les artistes, d'accord? Alors oui, ça a beaucoup changé, oui, ça a donné beaucoup plus de travail aussi aux artistes, mais quand même, ils sont bénéficiaires. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien dire ici, parce que je l'ai entendu assez souvent, même là récemment dans un panel, on a l'impression que les petits artistes aujourd'hui ne sont pas assez mis en avant et autres. Alors, j'entends, l'idée c'est de pouvoir aider les artistes à être le plus mis en avant possible. Nous, on essaie de le faire sur le compte Instagram d'Iconic, on voit des fois ça marche, des fois ça marche pas, on essaie de doser avec ce que les gens veulent voir, d'accord? Mais on essaie de le faire. Il faut aussi des interviews, etc. Allez suivre le compte de Iconic cette fois-ci et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans l'époque où les petits artistes n'ont jamais été aussi mis en avant par les systèmes de recommandation de Spotify. Donc beaucoup de gens découvrent de nouveaux artistes comme ça, on le dit pas assez, mais c'est vraiment un moyen pour les gens de découvrir de nouveaux artistes. Il y a TikTok qui aide énormément, on vient de le voir avec les quelques chiffres. YouTube qui te recommande et qui te propose de nouveaux artistes, les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir des artistes middle qui réussissent à s'autosuffire sans les maisons de disques. Tu remontes à il y a 30 ans, poto, c'était pas ça, d'accord? Soit tu exploses et on te récupère dans une maison de disques, et je parle des majors Universal, Warner ou Sony, et là t'es signé en artiste et tu gagnes 7% de royalties sur tes morceaux vendus, ou alors tu n'es rien, d'accord? À l'époque, il n'y avait pas d'entre-deux, et nous, le public, on n'avait aucun moyen de découvrir de nouveaux artistes, d'accord? C'était les grands médias, la télé, la radio, il n'y avait pas de petits médias, trucs, bon, peut-être des radios pirates, des choses comme ça, mais c'était assez rare et difficile d'y avoir accès. Il fallait que les artistes aillent sur scène, fassent de la musique, essayer d'aller au contact des gens directement, c'était extrêmement dur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait beaucoup moins d'artistes middle qui réussissaient à vivre. Donc les gens, en général, c'est pour ça que c'est important d'avoir des chiffres et de connaître réellement l'industrie de la musique, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'on dit aujourd'hui et qu'on a l'habitude de dire « ouais, vous donnez pas de la force, etc. » qui sont complètement fausses. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de force pour les jeunes artistes. Avant, tu dois vendre des millions de CD, sinon tu vas pas faire une longue carrière, d'accord? Donc c'est important de garder ça en tête. Maintenant que j'ai dit ça, je reprends. Le vrai problème aujourd'hui avec TikTok, pour moi, c'est l'incarnation des artistes. Les artistes sont beaucoup moins incarnés, c'est surtout leur musique
qui va être repris dans des trends. L'idée, c'est de savoir comment un artiste qui pète sur TikTok, d'accord, réussit à récupérer ce succès-là pour bâtir une carrière. C'est assez difficile, d'accord. Il y a des artistes comme Lamano, par exemple, qui a réussi à combiner la puissance de TikTok, qui sait s'en servir très bien via son compte TikTok personnel, qui performe en termes de stream et qui est très identifié. Alors pour l'instant, il a sorti qu'un projet à ma connaissance, ça fonctionne bien, mais ça montre que c'est possible de faire cette transition, d'accord? Mais l'idée avec TikTok, c'est d'avoir son premier hit, ses premiers fans, et réussir ensuite à être identifié. Donc l'artiste doit faire énormément de travail dans ce sens-là. Par contre, là-dessus, c'est clair, un artiste, aujourd'hui, c'est aussi un entrepreneur, donc il doit comprendre la création de contenu et autres. Aujourd'hui, si un artiste ne comprend pas les codes des réseaux sociaux pour bâtir son audience, c'est mort pour lui, ça risque d'être très compliqué. Il ne sera pas identifié, pas vu, et c'est un véritable souci. Et c'est pour ça que justement dans le cadre d'Iconic Programme, on a lancé TikTok Music Marketing. Alors comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, on va lancer, on va dire, des petites masterclass de 1h30, 2h pour expliquer des tactiques précises dans l'industrie de la musique. L'idée pour nous, c'est de vous apporter un maximum d'informations dans le cadre de ces masterclass, de vous expliquer pas à pas comment faire en se basant sur notre expérience personnelle et notre expertise dans la création de contenu de moi et mon équipe, mais aussi de ce qu'on a vu de nos résultats, de nos créateurs et des artistes qui ont déjà performé. L'idée de cette masterclass, c'est de rassembler toutes ces connaissances-là en lien avec TikTok. L'idée, c'est que vous puissiez gagner du temps, faire moins de recherches sur Internet pour savoir ce que vous pouvez faire, etc., avoir des avis différents et compagnie. C'est relou. L'idée, c'est que dans le cadre de cette masterclass-là, vous puissiez avoir absolument tout. Donc, comprendre la plateforme, l'importance du personal branding, ça c'est vraiment l'une de mes spécialités avec l'industrie de la musique, comment faire la création de contenu, le développement des super fans, toutes ces choses-là sont des notions super importantes. Lorsqu'on maîtrise toutes ces choses-là, ça nous permet de gagner du temps. Et avec le lancement de cette plateforme-là, je vais faire un live de 2 à 3 heures où je vais répondre aux questions à toutes les personnes qui auront pris la masterclass. Et parmi les personnes qui auront pris justement cette masterclass, ceux qui auront fait des contenus TikTok les plus pertinents, on sélectionnera 5 à 10 profils vraiment qui ont fait un contenu vraiment performant. Et en plus de le diffuser sur leur réseau, on va le récupérer nous et le partager en collaboration avec lui sur les réseaux sociaux pour lui donner un maximum de force et surtout pour l'encourager à faire d'excellents contenus short pour les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on se fait découvrir. Donc l'idée, c'est que vous appreniez des choses, vous gagnez du temps et que vous puissiez avoir une forme de promotion directement grâce à Iconic. Et donc pour être tenu au courant de cette masterclass, c'est très simple, vous scannez ce QR code, vous avez un lien dans la description et sur le premier commentaire, vous rentrez vos informations et vous allez être tenu au courant par email et sur WhatsApp du lancement de cette conférence en ligne qui sera hyper accessible. L'idée de ces petites masterclass, c'est de faire des choses qui sont accessibles pour tous. En plus, il y aura une promotion à cette occasion-là, donc vraiment inscrivez-vous. Comme je l'ai dit, les produits seront pas très chers, mais ils seront vraiment pas chers pour le lancement. On aura l'occasion d'échanger comme je fais avec la communauté de créateurs de contenu. On échange, on discute. Je donne un maximum d'informations et je vous aide. Et pour les autres, sinon, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que TikTok a détruit l'industrie de la musique ou pas? Dites-moi tout en commentaire, je vous lis avec grand plaisir. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné, je le redis, abonnez-vous en masse, activez votre cloche, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Iconic, d'accord? Les réseaux sociaux d'Iconic, comme je l'ai dit, il y a mon compte IamChris.k, je vous en ai parlé, le compte d'Iconic, on est aussi sur TikTok et un peu partout. Le Discord, on va échanger aussi là-bas. Je suis en train de me demander d'ailleurs si je vais pas faire ce visio sur Discord parce que je parle de plus en plus là-bas et l'idée c'est de raviver un petit peu le compte. Donc allez sur Discord pour échanger. Et nous, on se dit à très vite. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!